Spider-Man, le premier super-héros que j'ai vu et connu depuis tout petit, et cela avant même que je sache lire. Le mois d'avant n'avait que deux univers, celui de Dragon Ball à travers les épisodes et OAV de Dragon Ball, DBZ et DBGT, puis un tout autre différent, celui de Spider-Man de la première trilogie, des films avec comme réalisateur Sam Raimi et comme Peter Parker, Tobey Maguire. Bon, de base, j'aime bien mettre dans son contexte les œuvres auxquelles je parle. Mais dans ce cas-là, je préfère d'abord parler de l'œuvre, puis un peu après des historiques. D'ailleurs, avant que tu me fasses la remarque, oui, je me suis déguisé pour cette vidéo, et oui, je sais, c'est celui de Amazing Spider-Man et non ceux de Sam Raimi. Mais vas-y, c'était le plus clean sur AliExpress. Et de base, je voulais prendre celui sous symbiote. Mais bon, ça me rappelait quelques mauvais souvenirs. Bref, Spider-Man 1. Le film retrace l'origin story de Peter Parker et sa première chasse à l'homme entre lui, qui vient tout juste de devenir Spider-Man, et Norman Osborn, alias le Bouffon Vert. Bah déjà, faut applaudir le fait qu'à l'époque on faisait encore des origin stories sur les personnages de super-héros dans les films. Sinon, plus sérieusement, ce film... Bon, déjà c'est un classique. Et il m'a surtout envoyé une énorme vague de nostalgie dans la plupart des scènes, mais le plus c'est lorsque j'ai revu le premier costume de Peter Parker avant de monter dans le ring. Et la mort d'Oncle Ben qui avant cela nous avait laissé la phrase résumant la morale du film. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Pour les 2010, peut-être pour vous c'est normal que Peter perd son oncle dans toutes les adaptations. Mais à l'époque on savait pas, du coup c'était vraiment un choc pour nous. Mis à part ça, j'ai tellement aimé la mise en scène de la chasse à l'homme entre le Bouffon Vert et Spidey. Tu t'attends vraiment pas lorsqu'il vient, le Bouffon Vert, tout ça en espérant la peur. Sur ce point-là, on reconnaît que Sam Raimi, avant Spider-Man, s'occupait de films d'horreur. Ah oui, j'allais oublier, vous voyez Norman Osborn. Bah en fait c'est pas la première fois qu'il se retrouve face à un super-héros sans qu'il le sache. Quelques années avant, il était au contact de Bruce Wayne, alias Batman. En vrai je rigole, juste le fait de voir les deux acteurs dans le même film, American Psycho, ça m'a fait un peu sourire. Par contre, l'acteur a vraiment été dans l'univers DC en étant dans le film Aquaman. Sinon, j'ai rien de spécial à propos de ce film, vu que c'est la découverte de l'univers de Spider-Man pour les consommateurs. Donc, passons au prochain. Spider-Man 2, le Spider-Man préféré des femmes. Et c'est normal, il suit parfaitement le premier opus et est tout aussi bien. On le voit avec un thème plus mature où Peter affronte la vie adulte, que ça soit les galères qui lui mènent sa double vie, qui lui fait perdre son boulot et baisser ses notes à l'école. De plus, son entourage lui montre qu'il n'a plus vraiment de temps pour lui. Ce film évoque davantage ce qu'est les responsabilités d'en parler en Oncle Ben. Et cela pousse Peter à certains agissements, avec des scènes marquantes. Comme lorsqu'il abandonne son costume, mettant fin à sa vie de Spider-Man. Mais cela ne dure qu'un temps. Après une scène qui est la scène qui m'a le plus marqué, c'est celle où Peter Parker sauve un enfant d'un feu. Parce que c'est plus fort que lui. À ce moment-là, faut se dire que c'est fini Spider-Man et qu'il n'avait surtout plus de pouvoir. Ça s'appelle un héros. Pas comme l'autre du MCU qui pense n'être personne sans son costume de swag. Bref, dans ce film, on voit qu'il n'a pas que Peter dans de mauvaises situations. Nous avons Tante May qui est dépassée financièrement et MJ émotionnellement. Ok, peut-être Mary Jane Watson était une fille qui se jouait des garçons dans le premier film. Et dans celui-ci, elle sait vraiment ce qu'elle veut. Et elle envoie tous les signaux à Peter. De plus, sa relation avec John n'est pas vraiment réciproque. Ok, il a tout pour lui, mais c'est pas Peter. Et encore moins Spider-Man. Et ça s'affirme lorsque par nostalgie, elle embrasse John de la même manière que Spider-Man l'embrassa dans le premier film. Peut-être ce qui est beau dans ce film, mis à part vous, MJ est la seule personne à aimer Peter et Spider-Man depuis le début. en mettant de côté l'histoire, j'ai apprécié les différentes références à d'autres univers. Et aussi, la montée en puissance de certains personnages. En ce qui concerne les références, nous avons deux pour Marvel. Avec le cascadeur de l'acteur qui joue Frank Castle et le nom de Doctor Strange cité parmi les choix de noms de scène pour Dr Octavius. Doctor Strange. Ah, ça c'est mieux. Mais c'est pris. D'ailleurs, ça me provoque un peu de gêne cette scène parce que si tu remplaces Octavius par Martin Lee, il y aurait moyen qu'ils disent Shang-Chi avant de dire Mister Négatif. Sinon, dans la scène de l'ascenseur, nous avons All Parks, des séries télévisées, les Bioteens et la Bratz. C'est comme si je vous dis que Henry Danger fait une apparition dans le dernier film Spider-Man. Bref, en ce qui concerne les personnages que je vous sous-entendais, c'était Harry Osborn. Ah voilà, c'est trop le flow. Sérieusement, il prévoit de devenir le Bouffon Vert prochainement. Et il y a aussi un autre personnage, Dr Connors. Ok, c'est presque personne, mais est-ce que je dois vous rappeler qu'il devient le lézard des différentes adaptations de Spider-Man? Pour conclure avec ce film, j'ai apprécié la volonté de bien faire de la part de Sam Raimi. Malgré que j'ai pas apprécié l'antagoniste,
Mais ceci dit, j'ai adoré la notion de courage retranscrite dans le film. Prochainement, je ferai référence à cette notion dans une vidéo abordant une toute autre licence. Spider-Man 3, le plus grand film de l'histoire. Bon, je sais que ce film a beaucoup été critiqué par la presse, mais qu'est-ce que j'ai kiffé! Parce que le fait que Peter se fasse chier par tout le monde dans le film précédent et que dans celui-ci il se prend pas pour une merde. Non, franchement, je kiffe trop ce côté rebelle en mode Billy Parker. Bon, même si j'avoue c'est un peu gênant la séquence musicale, mais vas-y, il y a une danse iconique. Ceci dit, dans ce film, nous avons la plus grande scène que le cinéma ait connue. Spider-Man qui s'accapare le symbiote pour la première fois. Non, voilà, c'est trop ça, le fou. Plus sérieusement, malgré que c'est un peu trop garni le film pour la presse. Avec plusieurs histoires à la fois. De plus, si ce film n'est pas parfait, c'est normal, c'est dû à la contrainte de temps. Oui, il y a eu d'autres contraintes, et crois-moi, si le film aurait duré 1 heure de plus, voire 3h30 en tout, Sam Raimi aurait eu le temps de tout mettre. D'ailleurs, il y a eu beaucoup, mais vraiment beaucoup trop de scènes supprimées, comme Spider-Man en Black Suite le matin, la relation de Eddie Brock et Gwen Stacy un peu plus travaillée, qui nous donnerait un peu plus d'estime envers le personnage qu'Eddie Brock. Il y a aussi une scène qui est vraiment intéressante, c'est celle où Flint Marko retrouve le scientifique qu'il a transformé en tant qu'homme sable. Et une scène qui me disait quand même quelque chose, je sais pas pourquoi, j'avais comme un faux souvenir, ou peut-être c'était un vrai souvenir, celle où Flint Marko revoit sa fille. Bref. Moi, j'ai kiffé la mise en scène, des combats, franchement 10 sur 10. Surtout que c'est le premier film où Spider-Man n'est pas tout seul pour affronter des adversaires. Bon, parce que je compte pas trop ce qu'elle a fait jamais face à Octopus. De plus, c'est trop l'action. Clippé, il y a le retour de Spider-Man. Ah! D'ailleurs, faut en parler des antagonistes qui sont chacun incroyables. Harry, qui suit l'intrigue du film précédent, Flint Marko, qui est dans le mal malgré lui, pour subvenir aux besoins de sa famille, et Eddie Brock, qui est un peu une merde. Mais vas-y, en Venom, il a un flow nice. Et quand j'étais petit, malgré que j'avais espoir en Peter, Venom me terrifiait. Et je tiens à dire que c'est le meilleur Venom qu'on ait eu au cinéma, vu comment il fait vraiment peur, comparé à celui de la trilogie de l'USS. Wait, I gotta go to Oscorp. I need to find Harry Osborn. Wait! Stop the bus! Stop the bus! Bon, sinon est-ce qu'on peut parler de la perf qu'a fait Peter à gérer Betty Brown, Gwen Stacy et tout ça en ayant comme meuf MJ Prime. Et on peut faire un débat parallèle sur Brise Dallas. Non, c'est abusé cette meuf. Ok, dans le film en blonde, j'avais pas trop la vision en soi. Mais en rousse, c'est abusé la beauté que c'est. D'ailleurs, grâce à elle, j'ai compris pourquoi Aphrodite était rousse. En plus du visage, elle a du as, donc... Ah. Sinon, plus sérieusement, je salue la perf de James Franco, avoué à perfection un Harry rempli de vis. Surtout la scène de... Peter, elle me connaît par cœur. Et quand elle m'a embrassé, c'était comme autrefois quand elle m'embrassait. J'ai adoré son petit goût de fraise. Rien à voir, mais si on prend les costumes sans masque, celui de Venom fait concurrence à celui de Spidey sous Blackfeet. De plus, Spider-Man sous symbiote de Sam Raimi est la version de Spider-Man avec le plus de flow. La vie de Wham, je pense que ce costume est dans le top 3 voire top 2 des costumes de super-héros, avec celui de Batman de l'ancienne DCU et du petit soldat de The Boys, même si j'attends quand même toujours une adaptation des Nightwing. Sinon, pour en venir sur le film, je sais pas si ça se dit, mais j'aime bien la résonance biblique dans le film. Et cela apparaît principalement dans plusieurs scènes qui se suivent. Avec celle se passant À l'église, à la scène de pardon entre Flint Marko et Peter Parker. De plus, la morale de ce film se fait sur le pardon, avec les différents conflits et quiproquos qu'il y a eu précédemment dans le film, qui se sont résolus au dépit de certaines vies. Salut, c'est pour vous dire que cette vidéo est terminée. Ce fut un plaisir de la tourner et on se dit à la prochaine.